Chers amis du matin, eh bien, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous pendant 1 h 30 puisqu'on finit le Bonjour d'Algérie de ce 31 janvier, mercredi. Eh bien, comme d'accoutumé, on finit à 9 h 30. 1 h 30, bien sûr, de détente, de divertissement, de culture, de santé aussi, puisque nous avons l'habitude de commencer par la rubrique santé. Eh bien, cette matinée, nous allons parler de la première journée internationale organisée par le HU d'Oran, eh bien, qui concerne une maladie auto-immune qui attaque le système nerveux, la CEP. Donc, on va poser plein de questions à nos invités. Et bien sûr, le côté culturel. Le théâtre sera présent avec nous aujourd'hui avec une pièce théâtrale très spécifique et on va aujourd'hui découvrir le théâtre médical. Et bien sûr, nous allons parler de tourisme et de, on va dire, quelques fort d'Oran. On va parler avec notre invité tout à l'heure. Et bien sûr, dernière ligne droite, le fromage algérien à l'honneur puisqu'il a été médaillé. Il a eu une médaille d'or, voilà, d'or lors du concours international qui se passe chaque année, chaque 2 ans. À Tours, eh bien, il a pu avoir et décrocher la première place. Et voilà, c'est la dernière ligne droite, donc il va falloir rester avec nous. Et bien sûr, on vous offre une très belle plateau. Et bien sûr, on est en solidarité avec le peuple palestinien. Et bien, on est de tout cœur avec eux. Rabbi yarham li matou. Et longue vie à ceux qui sont en train de lutter. Alors, à tout peuple opprimé. Rabbi Inch'Allah, yirzaqhum bil hurriya, Inch'Allah. Très bien. Alors, comme je l'ai annoncé tout au début, aujourd'hui, on va parler de la première journée internationale organisée par le HU d'Oran, 1er novembre. Eh bien, c'est une journée internationale concernant une pathologie qui est qui a une symptomatologie un petit peu bizarre, on va dire, et qu'on peut confondre avec d'autres maladies. Eh bien, aujourd'hui, on en saura un peu plus sur la CEP, la sclérose en plaques. Eh bien, on a tous eu, on va dire, ou alors été en contact direct avec des malades qui souffrent de cette maladie, on va dire très, on va dire silencieuse, et le malade en souffre vraiment de l'intérieur. Eh bien, on va en savoir beaucoup plus sur cette maladie en présence, bien sûr, honneur aux dames en cette matinée avec Dr Delila Ben Tabak. Alors, elle est maître assistante à l'EHU d'Oran, service de neurologie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté, surtout que la journée commence aujourd'hui. Oui. Donc vous vous êtes consacré un petit peu à notre émission. Vous n'êtes pas seul, justement. Alors vous nous avez ramené un professeur éminent en neurologie. Alors c'est le professeur Bruno Brochet. Alors vous êtes à l'Université de Bordeaux, ancien chef de service de neurologie au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci bienvenue pour votre invitation. Ça va? Très bien. Vous avez fait un bon voyage, un bon déplacement? Oui, oui, tout à fait. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la première journée. Donc parlez-nous un petit peu de l'organisation de cette première journée. Alors, cette première journée était nécessaire pour faire un peu parler de nos travaux concernant la maladie, aussi pour faire connaître les différents pourcentages qui sont actuellement recensés en Algérie, parce que cette maladie était encore méconnue il y a quelques années en Algérie. Voilà. Donc ces rencontres nous permettent en même temps d'enrichir nos savoirs, de rester à la page et d'être mis à jour par rapport à toutes les innovations concernant cette maladie, en ce qui concerne le diagnostic ou même les traitements. Mais aussi, c'est une occasion pour se voir, pour échanger les connaissances et pour les nouvelles technologies de pointe aussi. Oui, c'est ça. Et en même temps, de se revoir et de
de se remettre à de jour. se remettre à jour, voilà, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, voilà. Eh bien, très bien. Il y a combien de participants on va dire, qui communiquent aussi lors de cette journée internationale? Alors, concernant nos invités, donc nous avons une vingtaine d'intervenants venant donc de l'étranger, donc de France et de Belgique, mais également nos intervenants nationaux qui sont éminents en matière de sclérose en plaques. Effectivement, Oui. oui. Et puis, bon, pour nos participants, donc on est dans les 200 à 230 participants qui vont un peu en bénéficier de ces différentes connaissances. Voilà. Alors, on n'arrête pas justement de parler de cette journée internationale de la sclérose en plaques. D'ailleurs, cette pathologie qui nous revient tout le temps aujourd'hui. On entend parler aussi dans notre entourage, cette personne a la sclérose en plaques. Mais qu'est-ce que la sclérose en plaques déjà? La sclérose en plaques, c'est une maladie du système nerveux, d'abord, donc du cerveau et de la moelle épinière, les deux parties, ce qu'on appelle le système nerveux central. Et c'est une maladie qui touche surtout, qui débute surtout chez les sujets jeunes. Généralement, le début, c'est... À partir de quel âge? Ça peut débuter dans l'adolescence, ça peut débuter un petit peu plus tard. L'âge moyen, c'est entre 20 et 30 ans. Parfois, ça débute plus tard. Mais c'est une maladie chronique. Ça veut dire que ça va être une maladie qui va durer toute la vie du patient. Donc, c'est une maladie qui va toucher des personnes au moment où elles commencent à débuter leur vie professionnelle, à faire leurs projets de vie familiale, etc. Donc, de ce fait, la maladie peut avoir une influence importante sur leur vie. Et quels sont les symptômes, on va dire, inquiétants? Alors, cette maladie est caractérisée par le fait qu'il y a de très nombreux symptômes très différents. Au début, souvent, la maladie commence soit par un problème de vision, ça peut être un œil qui se met la vision qui diminue sur un œil, la vision devient trouble, ou ça peut être un problème de sensibilité dans les jambes, dans les bras, on ressent des fourmillements, des picotements, mais de façon importante et un petit peu diffuse. Ça peut être parfois une vision double, un grand vertige. Il y a des symptômes neurologiques qui sont intrigants, inhabituels, et qui doivent mener à consulter pour qu'un neurologue puisse faire le diagnostic de cette maladie, car c'est très important de le faire très tôt. Autrefois, le diagnostic était fait souvent un peu avec retard, et plus on fait le diagnostic tôt, plus on peut utiliser les traitements précocement, et on sait que plus on traite tôt les personnes, mieux l'évolution est. Oui. Alors, quelles en sont les causes de la sclérose en plaques? Il y a certainement une origine. Oui, bien sûr. Il y a une origine auto-immune. Donc, c'est le système immunitaire qui va attaquer le propre système nerveux du patient. Mais, à vrai dire, la vraie cause directe de cette maladie n'est pas encore connue. Mais il y a des facteurs qui sont... Une prédisposition génétique? Oui, parmi ces facteurs qui sont incriminés dans la survenue de cette maladie, c'est la prédisposition génétique. C'est aussi certains facteurs d'environnement, notamment le manque d'ensoleillement, le manque de vitamine D, oui. Il y a aussi d'autres facteurs comme la prédisposition. Bon, je voulais souligner. Toujours, on se pose cette question, est-ce que c'est une maladie héréditaire? Voilà. Non, ce n'est pas une maladie héréditaire, mais plutôt quand j'ai un ascendant qui fait la maladie, donc j'ai 2 fois ou 3 fois plus de risque de faire cette pathologie qu'une personne normale, qui n'a pas d'antécédents. Voilà, donc c'est ça ce qu'on appelle la prédisposition génétique. Et puis, il y a d'autres facteurs, notamment le régime alimentaire qui est déséquilibré. Ouais. Le stress, le tabac, qui a prouvé bien sûr son lien avec la majorité des pathologies. Notamment les pathologies inflammatoires. Voilà. Et bien sûr, il y a toujours des recherches qui se font sur ces facteurs de risque. Très bien. Alors, et quels sont les tests justement qui permettent de diagnostiquer la CEP? Parce que la CEP, il faut dire que ces symptômes ressemblent à d'autres maladies qui ne sont pas forcément, c'est-à-dire diagnostiquées CEP, quoi. Oui. Donc, quels sont les examens qui déterminent justement la maladie? Alors déjà, la façon dont les symptômes arrivent, les constatations que le neurologue peut faire à son examen peuvent orienter déjà beaucoup le diagnostic. Et puis ensuite, il y a des examens, en effet, il y en a un examen qui a révolutionné
à la fois le diagnostic et la prise en charge de la maladie depuis maintenant plus de 30 ans, c'est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui permet de voir directement les lésions de la maladie. Donc ça permet d'aider beaucoup au diagnostic et également de suivre l'évolution et l'impact des traitements. Et puis il y a d'autres examens, il y a des examens, ce qu'on appelle des examens biologiques, notamment la ponction lombaire, l'étude au laboratoire du liquide qui baigne le système nerveux et qui permet de voir qu'il y a une inflammation. Très bien. Alors, est-ce que la sclérose en plaques a des formes? Oui, il y a des formes. C'est une maladie dont je vous ai dit, il y a des symptômes très variés, mais il y a aussi des évolutions très différentes. On dit souvent qu'il n'y a pas deux scléroses en plaques pareilles. Alors, dans la majorité des cas, au début, la maladie se présente sous la forme de poussée. C'est-à-dire qu'il y a des symptômes qui arrivent, et une gêne qui s'installe en quelques jours et qui va rester pendant quelques semaines si on ne fait rien, ou moins si on utilise un traitement rapidement. Et après cette période de poussée, les symptômes régressent plus ou moins, parfois complètement, parfois il peut rester des gènes, des séquelles. Et ensuite, il y a une période de rémission, c'est-à-dire une période de calme pendant laquelle il n'y a pas de nouveaux symptômes, ou éventuellement de la fatigue, des symptômes un petit peu différents. Et puis, les poussées peuvent revenir de façon plus ou moins fréquente. Et le but des traitements, c'est d'empêcher la récidive des poussées. Et l'autre forme de début, c'est des patients qui vont avoir des difficultés qui vont arriver petit à petit pour marcher. Et ça, c'est une forme qui survient, ce qu'on appelle la forme progressive, qui survient chez des personnes un peu plus âgées. Ça commence plutôt vers 40-50 ans. Donc c'est une forme un peu différente de la maladie, qui est moins fréquente, où les personnes vont petit à petit avoir du mal à marcher, vont avoir les jambes qui deviennent de plus en plus raides et avoir une faiblesse dans les jambes. Et au bout de quelques mois, en fait, ils s'en rendent compte et ils consultent. Et à ce moment-là, on peut faire le diagnostic de la maladie. Mais il n'y a pas de poussée dans cette forme-là. D'accord, très bien. Alors, quel est on va dire, le temps écoulé entre une poussée et une autre? C'est extrêmement variable. Il y a des personnes qui peuvent avoir 20 ans entre la première et la deuxième poussée, d'autres ça va être 3 mois. Donc c'est extrêmement variable. En moyenne, autrefois, au privilège de l'âge, moi j'ai connu la période où il n'y avait aucun traitement, et donc on voyait en moyenne à peu près une poussée par an. Mais grâce au traitement qu'on a depuis maintenant une vingtaine d'années, on peut diminuer de façon très importante la fréquence des poussées. Très bien. Alors, Dalila Bentabart, je suis contente que vous soyez avec nous déjà. Et là, on va parler un petit peu des intitulés de vos communications respectives. Oui. Donc, vous allez communiquer sur quel thème, justement, en rapport avec la sclérose en plaques? Alors déjà, nous allons parler dans cette journée de la sclérose en plaques principalement, mais également de certaines maladies apparentées, notamment la neuromyélite optique. De De Vic. C'est une maladie qui a été longtemps considérée comme une forme clinique de sclérose en plaques, mais grâce à la découverte de certains anticorps spécifiques de cette maladie, donc cette dernière est devenue une maladie à part entière. Voilà. Donc je vais parler précisément de cette pathologie, notamment puisqu'elle touche la femme plus que l'homme. Donc il y a toujours le désir de grossesse, le désir de procréation. Donc je vais parler de cette maladie et de la grossesse. Est-ce que la maladie empêche justement la femme à avoir des enfants? Absolument pas. Bon, en parlant de la sclérose en plaques, la majorité des femmes, c'est des femmes jeunes. Donc c'est des femmes en âge de procréation, en désir de grossesse. Donc c'est la première question qui est posée. Est-ce que je peux avoir un enfant? Oui. Eh bien, on leur dit oui, il n'y a pas de souci. Mais il y a certains facteurs qu'on devrait étudier, notamment l'activité de la maladie avant la planification donc de la grossesse. Est-ce que c'est une maladie qui était calme ou plutôt elle était active? La patiente, elle faisait beaucoup de poussées. Est-ce qu'elle prenait des traitements auparavant et quel genre de traitement? Est-ce qu'on peut continuer le traitement durant la grossesse ou doit-on l'arrêter? Donc c'est beaucoup de questions auxquelles on devrait répondre. Mais déjà, on est rassuré. Pourquoi? Parce que la sclérose en plaques, physiologiquement, si on peut dire, durant la grossesse, elle est un peu calmée.
sur le plan poussé. Pourquoi? Parce qu'il y a les hormones féminines qui ont un rôle dans la protection de la femme. Donc, ils vont favoriser la réaction anti-inflammatoire. Donc, ils vont diminuer un peu l'inflammation dans le système nerveux. Et donc, ça va un peu diminuer le taux de poussée. Mais la gravité se fait surtout après l'accouchement, donc en postpartum, où il y a un risque plus important de faire une poussée. Là, il faut, c'est l'intérêt de bien surveiller ces patientes de façon régulière et surtout en postpartum, prévenir la poussée. Voilà. Très bien. Professeur Bruno Brochet, votre communication tournera autour de... Alors moi, je vais parler des troubles cognitifs, parce que parmi les troubles de la maladie, on a parlé des problèmes de vision, des problèmes de sensation, il y a aussi des problèmes de motricité, mais il y a aussi des symptômes qu'on appelle le handicap invisible, c'est-à-dire qu'on ne voit pas à première vue. Il y a la fatigue, qui est le symptôme le plus important, et puis il y a ce qu'on appelle les troubles cognitifs. Alors les patients qui ont une sclérose en plaques peuvent avoir des difficultés au niveau de la mémoire en particulier, des difficultés... Des pertes de mémoire ? C'est pas une perte de mémoire, mais le fait d'avoir plus de difficultés à se souvenir de certaines choses, difficultés d'apprentissage en fait. Et puis ils peuvent avoir ce qu'on appelle un ralentissement, c'est-à-dire avoir besoin de plus de temps pour pouvoir faire une tâche cognitive, pour pouvoir faire différentes choses. Et ce ralentissement donc peut avoir des conséquences dans leur travail, dans leur vie de tous les jours. Et donc ces troubles cognitifs sont de plus en plus reconnus. Et on essaie de les identifier le plus tôt possible dans la maladie. Alors, ils n'ont rien à voir avec ce qu'on peut voir dans d'autres maladies, comme la maladie d'Alzheimer ou ce genre de choses, où les troubles cognitifs sont beaucoup plus sévères. Mais même s'ils sont beaucoup moins sévères, ils peuvent avoir un retentissement sur la vie de la personne. Donc, il est important de les repérer et de les prendre en charge. Très bien. Alors, juste une toute dernière question, bien sûr, à vous, professeur Bruno Brochet. Alors, qu'en est-il pour les nouveaux traitements, justement, concernant la sclérose en plaques qui sont mis justement, on va dire, sur le terrain scientifique afin de ralentir, justement, la sclérose en plaques? Est-ce que ce sont des médicaments et ce sont des traitements afin de ralentir les poussées, ou alors on peut espérer un traitement définitif? Alors aujourd'hui, il n'y a malheureusement pas de traitement définitif, curatif. Le but du traitement, c'est d'empêcher l'évolution de la maladie, c'est-à-dire d'empêcher les poussées, d'empêcher la progression. En fait, les traitements que l'on a luttent contre l'inflammation qui se trouve dans le système nerveux. Alors les premiers traitements sont arrivés dans les années 90, c'est ce qu'on appelait les interférons. Ça a été une révolution, parce qu'avant, il n'y avait rien. Et puis dans les années 2000, sont apparus une 9e famille de médicaments, avec pour la première fois un médicament qui était beaucoup plus puissant. Et puis, depuis maintenant une dizaine d'années, et dans les dernières années, sont apparus plein d'autres médicaments. Aujourd'hui, on dispose d'une vingtaine de traitements dans cette maladie, qui permettent d'adapter beaucoup mieux le traitement à la forme de la maladie du patient, et surtout de pouvoir proposer le plus tôt possible un traitement qu'on appelle de haute efficacité, puisque les traitements qui sont disponibles aujourd'hui sont 2 à 3 fois plus puissants que ceux dont on disposait il y a une vingtaine d'années. Très bien. Est-ce que les malades, justement, atteints de sclérose en plaques en Algérie peuvent bénéficier de ce traitement? Oui, bien sûr. Alors, on a commencé, comme il a dit professeur Bruno, avec les interférents. Donc, c'est des genres de vaccins que les patients en disposent. Heureusement que ces traitements sont à 100% remboursés à la sécurité sociale. Donc, les patients se permettent donc d'avoir ces traitements, puisque c'est des traitements qui coûtent cher quand même. Très cher, oui. Très, très cher, voilà. Et puis, il y a les traitements de deuxième intention. C'est des traitements qui sont à usage hospitalier. Donc, heureusement qu'à l'EHU, nous disposons de pas mal de médications, de nouvelles molécules qui nous permettent un peu de changer l'évolution et de la forme des malades. Voilà. Donc, notamment certains médicaments qu'on a depuis une dizaine d'années, voilà, et qui ont, comme il a dit, révolutionné l'évolution. Voilà. Très bien. Alors, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'au programme, j'ai jeté un œil au programme, bien sûr, de la Journée internationale sur la sclérose en plaques, cette maladie, on va dire, qui est sournoise d'une certaine façon, puisque des fois, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de souffrir de cette maladie, parce que des fois, on se dit, tiens, ce sont des fourmillements, peut-être que j'ai autre chose, peut-être que c'est de fatigue, peut-être. Donc, et généralement, on ne part
consulter le médecin que quand la maladie est bel et bien installée. Donc, j'ai vu qu'il y avait une des communications qui a attiré mon attention, c'est la sclérose en plaques du diagnostic au traitement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette... Oui. Oui, alors on s'est intéressé dans cette session de parler des symptômes de la maladie. Alors des symptômes les plus précoces, notamment les symptômes auparavant qu'on disait que c'était des symptômes atypiques, tels que la fatigue, parce que la fatigue, on en voit dans certaines pathologies, certaines autres pathologies, Oui. et même dans des maladies d'ordre général. Même dans une anémie, on peut avoir une fatigue. Voilà. Donc, le patient n'a pas le réflexe de consulter pour une fatigue. Justement. Voilà. Donc, nous, on essaie d'attirer l'attention vers ces symptômes atypiques, mais qui sont quand même précoces et qui nous permettent de poser rapidement le diagnostic et proposer un traitement. Donc là, on va parler des premiers symptômes, comment faire le diagnostic, des atypies dans la maladie, et puis aborder le traitement en dernier dans cette session. Très bien. Alors, à part l'IRM, Oui. est-ce qu'il y a un autre examen qui puisse déterminer la pathologie de la CEP? Alors, comme je disais tout à l'heure, on peut faire aussi la ponction lombaire, qui est un examen qui permet d'analyser l'inflammation directement dans le système nerveux. Et qui est fait assez souvent, pas systématiquement, mais quand on a besoin, pour confirmer, on peut faire cet examen. Très bien. Donc, la journée, c'est aujourd'hui. Ça va commencer à 9h, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, qui va s'étaler jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h, avec des Oui. communicants, bien sûr. Et une journée bel et bien chargée afin de se remettre, on va dire, à niveau. Un échange scientifique aujourd'hui qui est fort bien fructueux, certainement, pour nous, éventuellement. Donc, et là, je m'adresse à vous, professeur Bruno Brochet. Alors, je pense que ce n'est pas la première fois que vous venez en Algérie. C'est la deuxième fois, en fait. Oui, alors la première fois, vous étiez où? Et j'avais fait une randonnée dans le Haut-Gard. C'était beau? Magnifique. Alors, est-ce que vous avez pu un petit peu faire une petite balade à travers Oran? Pas encore, je suis arrivé hier après-midi. Ah, d'accord, Il est ok. arrivé, C'est la oui. première fois que vous venez à Oran? Oui, tout à fait. Oui. Ah, très bien. Donc, est-ce qu'il y a un programme de visite? Oui. D'ailleurs, Oui. on va faire une petite visite à Oran et on va même partir à Tlemcen pour visiter certains endroits touristiques. Oui, c'est ça, c'est dans le programme. Très bien. Alors, justement, puisque vous m'aviez dit que vous avez fait un petit tour au Gard, au Sahara, est-ce que la maladie de la CEP affecte beaucoup les personnes qui sont, on va dire, les gens du Sud, puisqu'on n'a pas le même climat aussi? Il n'y a pas le même climat, il n'y a pas non plus la même hérédité génétique. Voilà. Donc il y a probablement, je n'ai pas de chiffres particuliers sur les Oui. populations touareg par Mais exemple, quand même, mais je pense que c'est plus faible, beaucoup plus ça doit faible. être plus faible. Oui, oui. beaucoup plus faible, oui. Parce que déjà, parmi les facteurs qui sont intrigués, c'est la distribution géographique. Il y a généralement les pays qui sont plus au nord, ils ont une fréquence, une prévalence qui est plus importante par rapport à ceux du sud. Voilà. Ouais. Très bien. Donc, merci beaucoup et bienvenue à Oran. Donc, Merci. j'espère que vous allez faire une très belle balade. Très bien. Alors, notre réalisateur, c'est Mehdi Defallah. D'ailleurs, il vous passe le bonjour. Merci beaucoup. Donc, il vous passe aussi le bonjour à vous et toutes les personnes qui travaillent avec nous, les techniciens, les caméramans, vous passent le bonjour. Eh ben voilà. D'accord, ok, je vais le lui dire. Alors, il a dit que vous étiez sa collègue d'enfance depuis la première année. Je crois que vous avez fait tout le cursus élémentaire avec Mehdi Ablida. Oui, j'étais à Blida. Eh ben voilà, oui. eh ben voilà, eh ben voilà. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis, aux prochaines, on va dire, Rencontres. pourquoi pas, on Oui. va entamer, on va discuter d'autres pathologies qui concernent justement la neurologie. Merci à vous et bon retour Merci. en France. Donc, et là, l'importance de la communication dans le secteur de la protection, non, d'accord. Très bien. Alors, une chanson, une chanson en hommage au peuple palestinien. On se retrouve juste après.
voilà de retour sur notre plateau et de tout cœur avec le peuple palestinien qui est en train de souffrir. Et j'espère vraiment, vraiment que au moins cette guerre cesse et que le peuple palestinien reprenne vraiment on va dire son indépendance et sa liberté. Eh bien, comme on dit, c'est ça, c'est ma vie. Tout simplement. Alors aujourd'hui et maintenant, nous avons le plateau théâtre. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi le théâtre est venu juste après la sclérose en plaques. Bien sûr, avec la scénariste Safia Chegeg. Bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi aussi, c'est un plaisir de se retrouver ici dans l'espace. Votre espace, quoi. Ah ben, très bien. Vous nous avez ramené avec vous deux jeunes comédiens. D'ailleurs, nous avons avec nous Imad Brahmi. Bonjour Iman. Bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci pour l'accueil. Et c'était un honneur d'être ici parmi vous. Bien, l'honneur est partagé, c'est surtout pour moi. Hein. Et bien sûr, vous êtes accompagné de Youssef Ben Zahra. Bonjour. Bonjour Iman et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Et en plus de ça, c'est que vous vous êtes réveillé tôt le matin, d'autant plus que hier, vous avez joué au théâtre. Oui, bien sûr. Donc, la pièce théâtrale, c'est ma vie. Alors, c'est ma vie, c'est un texte, justement, c'est votre texte, Safia. Oui. Donc, vous l'avez écrit Oui. sur, bien sûr, la sclérose en plaques. Oui. Bon, je tiens. Parlez-nous un petit peu Voilà. de cette histoire. De cette histoire. Oui. Bon, je tiens à vous informer que je suis à la base médecin. Ah, Donc, voilà. C'est pour ça explique tout. Ça explique tout. Voilà, ça explique. Et donc, j'ai été sollicitée pour un travail qui est artistique en même temps médical. Oui. Et donc, voilà, j'ai fait de mes recherches, j'ai été aidée par des médecins et tout, pour essayer d'expliquer d'une façon facile le message c'est-à-dire l'explication de la sclérose en plaques. Qu'est-ce que la sclérose en plaques? C'est-à-dire démontrer comment on peut sauver une personne de cette maladie. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai essayé de faire des recherches normalement. J'ai étudié la maladie et j'ai transmis tout ce que j'ai récolté à travers une pièce théâtrale, tout simplement. Et c'est typiquement médical. Alors, moi, je pense que, d'après ce que je comprends, d'ailleurs, quand j'ai entendu parler justement de cette pièce théâtrale qui concerne la maladie, la CEP, donc je me suis dit, tiens, le théâtre se met au médical. Alors, moi, je pense que c'est une certaine forme de sensibiliser, justement, la population à la CEP. Oui. Et ça, c'est très ingénieux et c'est très intéressant. Alors, parlez-nous un petit peu du texte, justement, de la CEP. Bon, le texte, parce que la CEP... Comment vous avez écrit ce texte? Voilà. C'est simple. J'ai donné un domaine de définition. C'est-à-dire, j'ai défini la sclérose en plaques. En deuxième lieu, la sclérose en plaques, c'est-à-dire il y a le côté sensitif, le côté motrice et côté oculaire, c'est-à-dire l'œil, tout ce qui est le cerveau. Voilà. Donc ça, c'est les trois piliers de la sclérose en plaques. Donc j'ai décortiqué. Et puis... Donc la pièce, elle est faite de plusieurs actes. Non, c'est une seule. Un seul acte. Un seul acte. D'accord. Mais ce qu'il y a des gens qui sont c'est-à-dire l'atteinte se déclare par le côté motrice. D'accord. Donc j'ai essayé c'est-à-dire essayer de donner tout ce qui est en rapport avec la motricité. Très bien. Donc sous forme de gouelle. Ah, très bien. Donc ça sera un gouelle qui va dire le côté motricité, avec des mots vraiment simples. Un peu d'humour, mais pas beaucoup, parce que quand même, c'est une maladie. Ben oui, parce que c'est une maladie quand même qui est une pathologie lourde, d'ailleurs, qui atteint le système nerveux. Oui. Et puis,
Généralement, on a dans notre entourage des personnes qui souffrent de la CEP et c'est très difficile l'accompagnement d'un malade qui est atteint de cette maladie. Alors là, je m'adresse bien sûr à nos comédiens qui ont fait certains rôles. D'ailleurs, on est en train de voir des images de la pièce théâtrale, c'est ça? Oui. Voilà. Donc ça s'est passé hier, justement. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de votre rôle, justement? Pour moi, c'était une nouvelle expérience. Personnellement, j'ai jamais connu cette maladie, j'ai jamais entendu parler. Mais j'ai fait des recherches quand on déchiffrait le texte de Madame Safia. J'ai fait des recherches sur Google et tout. Il n'y a pas trop de choses, mais j'ai arrivé à comprendre Un petit peu ce que c'est cette maladie. Alors j'ai interprété le rôle de l'étudiant qui est كما نقولوا مشاغب. الطالب الجامعي المشاغب. Alors là, qui s'en fout du monde, Ah, qui ignore tout ce qui est autour de lui. اكزاكتومون. الدور تاعي كان طالب الجامعي في كلية الطب وشغل هي عبارة مسرحية عن بحث راه يندار على هاد لا مالادي. هما زوج زملاء في الكلية راهم يبحثوا على هاد لا مالادي على الأعراض تاعها كومون دير pathologie. La pathologie, oui. Exactement. Donc, pour moi, c'est une nouvelle expérience qui me tahaddi. C'est un défi. C'est un défi. Et j'espère que le message a passé, le public a aimé. Donc, c'est au public de juger. Eh bien, vous savez, c'est que vous avez l'habitude d'ailleurs de jouer sur les planches du théâtre. Donc, et puis, est-ce qu'il y a une différence entre les anciens rôles que vous interprétiez avec ce rôle que vous avez interprété hier concernant justement la sclérose en plaques? Et, oui, tout à fait d'accord. Parce que, comment dire, une pièce théâtrale qui a une histoire, c'est pas comme une maladie réelle et le public. Et il y avait des médecins, il y avait aussi des malades. Donc c'est touchant pour eux. C'est sensible. C'est très très sensible. Parce que une maladie, donc غادي تحكي لهم على المرض تاعهم. C'est vraiment très difficile. Oui, تخاف الاخر يكون عندهم اثر نفسي، تخاف تقول كلمه ما تكونش في بلاصتها، المريض مسكين هذاك ينظر ما يقدرش. Donc c'est pour cela il faut bien choisir les mots, il faut bien Comment s'adresser à ce public, on va dire, dans la présence, ce sont des malades, des médecins peut-être, des parents de malades aussi, donc c'est très difficile de prendre en charge une maladie lourde, que ce soit le côté psychologique aussi qui joue un très grand rôle. Exactement, déjà la pièce parle de l'aspect psychologique et social voilà. de cette maladie. كيفاش المريض يتقبل لا مالادي تاعه وكيفاش لونتوراج تاعه باغ اكزومبل في الزوجه كي يحكمها الزوج كيفاش تكون الرياكسيون تاعه. C'est très difficile. Il y a des maris qui n'acceptent pas. Hein. Bien sûr. Qui entraînent des divorces aussi. Donc là, je m'adresse à vous, Youssef Ben Zahra. Donc vous avez joué quel rôle? الرول تاعي كان الطالب الجامعي بصح ماشي مشاغب، المجتهد. Le sérieux. العكس تاعه. وين انا من كنت ندير في البحث كنت نبحث في الكتوبه وكنا نحوسوا زعما على المالادي في الصوالح نيشان، ماشي هو العكس، هو يروح لجوجل يحوس. لا احنا زعما انا اسيت ندير الرول تاع الطالب الجامعي المجتهد وين هو يجي ما قاضب والو في المالادي، غير يهضر غير يلمس كيما نقولوا. غير رايح لقدام. وإسينا احنا شغل نمدوا المعلومات للمشاهد، احنا إسينا نوصلوا
كشغل ماشي غير لي مالاد ولا لي ميتين، باسكو جاو ناس بزاف ما على بالهمش بالمالادي كاع كي دايره. كي شغل انا من رحت لدارنا الشيبانيه تاعي قالت لي هذه المالادي جامي شفتها وشكيت في روحي باللي راهي فيا، Exactement. باسكو تحدثنا على الاعراض تاع المرض. Alors, entre nous, hein. Alors, j'étais en train de préparer mon direct. Je vais vous raconter. Vous allez un petit peu rigoler un petit peu chez vous-même. Alors, je commençais à lire, tiens, le fourmillement, avoir mal à l'œil, Oui. et puis une fatigue extrême. Je me suis dit, oui, mais moi aussi, j'ai des fatigues extrêmes. J'ai des fourmillements des fois. J'ai mal à l'œil. Et là, je me suis dit, j'espère que c'est pas la simple. Là. Donc, et là, chacun de nous, c'est vrai, chacun de nous pense qu'il a cette maladie, donc c'est un petit peu difficile quand même. Hein. بزاف بزاف يا الله. حنا ولينا نتمشوا ريبيتيسيون من نخرجوا نشوفوا واحد غير تمايل نقول له هذا وقيله فيها سكليروز اون بلاك. Alors, vous savez, c'est qu'on est en train, c'est vrai, on est en train de plaisanter un petit peu, mais on n'est pas en train de plaisanter de la maladie. Non. Au contraire, on est en train de faire rentrer un petit brin d'humour afin d'apaiser justement psychologiquement nos malades qui sont là, qui sont certainement en train de nous regarder. Mais je vous dis qu'on est de tout cœur avec vous. Et puisqu'on parle justement de la pièce théâtrale, C'est ma vie, je vous propose de suivre cette séquence et on se retrouve juste après. جوجل ما رشقني ودفعت تشارجي هذه نكتبها لك. شوف في الاعراض عندنا حسي حركي وبصري وضروا واش نزيدوا؟ تقسي فيا وفينا المخ انا ولا انت؟ بيان سور انا المخ، انا المخ وانا نقول لك نزيدوا. شوف ريسبون راني كاتب المتعدد راني فهمك. اذا ما فهمكش ولا عندك التهاب في الاعصاب ابيك بوسي في ريميسيون. يلا عجبتني هذه تعرف التهاب في الاعصاب يروح ويجي. التهاب في الاعصاب يروح ويجي. ها سيدي لو دومين دو ديليسيون تهنينا منه. Voilà, on a pu découvrir ces deux jeunes dans leur rôle afin de sensibiliser contre cette maladie, on va dire silencieuse, qui ronge nos malades. Et c'est très difficile de vivre avec cette maladie, que ce soit le malade ou alors même son entourage, ses parents, sa famille. Donc c'est un petit peu très difficile. Il faut être vraiment présent avec le malade afin de l'accompagner, on va dire, et essayer un petit peu de lui faire oublier cette pathologie qui vit en lui, on va dire. Oui, oui, oui. Qui vit en lui. Oui. Donc, et comment s'est fait le casting des deux comédiens? On n'a pas eu de casting, on va dire. Parce que nous sommes des volontaires. Très bien. C'est-à-dire bénévoles, volontaires. Donc, dès le départ, on a dit qu'on va faire un travail de bénévolat, donc on a besoin de comédiens. Et donc, j'ai eu les deux merveilleux comédiens. Qui sont venus, là, Ils sont on est venus. là. Voilà. J'ai essayé d'adapter parce que j'avais d'autres scénarios en tête. J'ai essayé d'adapter le scénario en fonction des deux comédiens. On va dire deux étudiants, tout simplement. Voilà. Bon, le plus difficile, c'était le choix des mots pour ne pas blesser. On était vraiment à cheval. C'est très sensible. C'est sensible. On a essayé d'expliquer la maladie, d'expliquer l'impact de la maladie dans la société, comment les gens réagissent vers le malade. C'est-à-dire, on a essayé de toucher tout, un peu de tout. On a été aussi, c'est-à-dire le temps était compté. On nous a donné 15-20 minutes, pas plus. Donc, il fallait tout ramasser, des informations. En 20 minutes. En 20 minutes. En 20 minutes. C'était un challenge. Eh bien, voilà. c'est ça le challenge. Hein. Voilà, c'est c'est en ça. 20 minutes avoir survolé, Voilà. on va dire, pratiquement toute la maladie, les symptômes, la maladie, le traitement peut-être. Oui. C'est Tout, ça. même le traitement. Même le traitement. Oui, même comment diagnostiquer point de vue biologique. Voilà. Voilà, l'IRM, tatati, tata, tout. Il y a même, on a essayé de parler un petit peu le rôle des associations. On a tout fait. Et est-ce que la pièce va être reconduite dans d'autres théâtres? J'espère.
Parce que notre rôle, c'est d'informer. Justement. Informer Donc ça ne se limite pas uniquement à Oran. un seul espace. Même à Oran, mais dans des hôpitaux, dans des... Justement, voilà, il faut se déplacer. Voilà. Il faut aller vers les malades, il faut aller vers les familles, ouais, justement, on parce que espère. pour accompagner un malade, comme vous avez dit, Ahmed, il y a une femme qui est atteinte de sclérose en plaques, donc qui a son mari. On ne sait pas comment il va prendre la chose. Et Euh, la donc- réaction peut être dure Oui. parfois. Oui, oui. Donc il faut avoir كما نقولوا لازم وعي لازم في المجتمع تاعنا يكون نوعا ما عنده نسبة كبيرة من الوعي لأنه هذا مرض كما نقولوا مقدره ربي لازم الإنسان يتقبله ولازم المحيط تاع ذاك الإنسان ثاني يتقبله سواء في العمل سواء في المنزل لازم المجتمع يكون عنده قابليه باش هذاك لو مالاد مسكين لاتان يكون عنده اريحيه ويقدر يعيش لو بلو نورمالمون بوسيبل Possible. Voilà. Exactement. Youssef, alors votre avis sur tout ça التلميذ المجتهد الطالب المجتهد أنا ماذا يقول الطالب المجتهد أنا الحاجة قلبناها اللي عربية له دروك أنا الحاجة اللي فرحتني البارح من كملنا وخرجنا الناس قاعدة تجي عندنا قالوا لنا حاجة سامبل مي الميساج وصل Très bien. قالوا لنا C'est زعما درتوا حاجة سامبل بصح فهمنا والله يعطيكم الصحة ميم لي مالادي شغل ما جرحناهمش ولا شغل قالوا لنا حسيتوا بينا شرانا نحسوا في المرض وكاع هذه حاجة اللي فرحتني البارح. Ouais. C'est votre première expérience de théâtre médical وي لا بخيمير الخطرة الأولى اللي ديجا حنا كنا مختصين في مسرح الشارع Justement, وكنا نديروا voilà. تياتر دوري زعما هذه الخطرة الأولى درنا Est-ce qu'il y a une différence? Alors, quelle est la différence justement entre le théâtre de rue et le théâtre justement, la pièce théâtrale que vous avez jouée hier? الديفيرونس انه وين لعبنا البارح بيبليك كان حاضر بصح كنا خرجنا للشارع كنا حنا غادي نلموا البيبليك حنا نديروا كل شيء وهذا العرض التحسيسي اللي لعبناه البارح يلعب ساهله لو كان نلعبوه برا. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que c'est possible de l'adapter au théâtre de rue? بوسيبل نسبه كبيره كاع نجموا نلعبوه برا بكل اريحيه. Parce que nous, on a choisi un décor qui est simple, une table, des chaises. Donc on peut s'en passer du décor. Il n'y a pas de décor. Bah oui. On a essayé, même dans la mise en scène, Gouel, ça fait partie de théâtre de rue, Oui. Gouel. Donc, Ben oui. il s'adapte à tout, quoi. On a essayé d'étudier tout. Il s'adapte au théâtre, dans des maisons de jeunes, dehors, pourquoi pas. Oui, et bien encore sûr. mieux. Encore mieux. C'est d'aller vers le Oui, public oui, au lieu oui. d'attendre le public à Voilà, venir oui. pour qu'il puisse un petit peu s'informer, sensibiliser. Très bien. Donc vous pouvez sortir afin de sensibiliser et pas uniquement à Oran. Est-ce que vous avez envisagé d'aller dans d'autres villes? Oui, effectivement, même Alger, par exemple, nous, c'est généralement, en premier lieu, c'est Alger. Donc, on a une proposition, je ne sais pas, c'est encore à étudier, mais sinon, oui, nous, on est apte à partir dans n'importe quel espace. Très bien. Alors, je vais vous poser une question un petit peu sensible, je crois, pour vous. Donc, est-ce que vous avez eu à être en contact direct avec des personnes atteintes de CEP? Moi, oui. Oui. Moi, j'ai deux belles sœurs atteintes de CEP. Et c'est comment? C'est difficile, déjà difficile de parler du sujet, déjà. Et puis, on ne sait pas quoi faire. C'est ça l'histoire. Nos gestes, façon de parler avec eux, on ne sait pas quoi dire, quoi faire. Des fois, est-ce que je dis les bons mots? Est-ce que je fais les gestes qu'il faut? Est-ce que je dois regarder? C'est ça l'histoire. Mais sinon, moi, j'accepte, vu que je suis dans le domaine, peut-être. Oui, voilà. Alors vous, en tant que médecin, justement, Oui. et ça tombe bien, Oui. est-ce qu'il y a eu quand même des personnes qui sont venues vers vos belles-sœurs et qui leur ont proposé une médecine parallèle? Oui, ça existe, la médecine parallèle, oui, effectivement.
effectivement. Donc, Alors que c'est une maladie qui ne peut pas guérir. c'est toujours ça, hein, oui. Ouais. Surtout dans notre société, il y a toujours la médecine parallèle. Oui, voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui. Très bien. Et vous, les jeunes? انا تعرفت على وحده كانت تجي عندنا ريبيتيسيون كاع فريمون توشتني كشغل مي عندها واحد الكوراج ما شاء الله كانت تجي تعطينا معلومات كانت كشغل مدت لنا شويه كشغل انا كنت نشوف فيها عرفت كي نلعب مي شفتها كي كانت تهضر وكاع عطاتني ديك القوه باش نجم نلعب سير سير C'était sensible. Oui, bien C'était sûr. sensible. Moi, Ahmed? personnellement, j'ai jamais eu un rapport direct avec des malades de cette maladie. Mais par contre, dans cette expérience, كانوا يزورونا جمعية الأمل كانوا يجوا هما عندهم هذا المرض ولكن متعايشين معاه بواحد الطريقة جميلة وحتى تلقاهم غير يضحكوا لو مورال طالع الوغ تفرح من تشوف هذا كي تشوف باللي متقبلة هذا المرض وعندها شادة في حبل الأمل كما نقول. Oui. Alors, et en préparant la pièce théâtrale, Madame Fegeg, est-ce que vous avez eu un contact avec l'association de la CEP? Justement, il y avait cette dame, tous les jours pratiquement, elle venait pour regarder, pour nous accompagner, de nous soutenir aussi. Donc, oui, ils étaient présents tout le temps. Ils étaient présents. Tout le temps, oui, tout le temps, pour voir. C'est vrai, ils nous ont aidés parce que j'ai dit, il faut choisir les mots. Donc, quand il y a une présence, on sait quoi dire. C'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Eh bien, nous avons une pensée à toutes les personnes qui ont succombé à cette maladie qui est très, très difficile de prendre en charge, très difficile aussi d'accepter par la personne qui était en bonne santé, qui se retrouve du jour au lendemain foudroyée par cette maladie qui est quand même assez lourde, une pathologie lourde et une prise en charge vraiment très spécifique. Donc, b'shfa alikom. Et puis, Allah yarham celles ou ceux qui ont succombé à cette maladie. Donc, on a une autre chanson. Une autre chanson de tout cœur avec le peuple palestinien. On se retrouve. Alors, on en parle dans un petit moment, mais le côté touristique, il est là présent avec nous à travers Hicham Meshish. Eh bien, on a pris l'habitude de vous recevoir sur le plateau et de vous avoir avec nous. Ah ben, ça me fait tout aussi plaisir. Hein. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de faire partie justement de notre plateau aujourd'hui. Vous êtes accompagné aussi, vous n'êtes pas seul en cette matinée, vous êtes accompagné d'un fromager. Un artisan fromager qui fabrique les fromages. Qui n'aime pas le fromage? Moi, j'adore en tout cas. Donc, il y a quelques fromages que je préfère à d'autres. Mais aussi, il y a des yaourts nature, des yaourts bio. Alors, vous allez avoir de tous les goûts, croyez-moi. Et bien sûr, avec Sofiane Haqqab. Bonjour, Bonjour. Iman. Merci pour Ça va? l'invitation. Merci Ça va. de l'avoir accepté. Merci à vous aussi. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bien. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alors, avant de parler du fromage, parce que là, je dois d'abord donner une bonne information tout à l'heure, dans un petit moment. Là, on parle du côté touristique. Voilà, tourisme. Tourisme, voilà, on parle du côté touristique, du côté d'Oran, du côté... Surtout en sachant que Oran, c'est une ville fortifiée. Exactement, une ville fortifiée Voilà. par ses forts, par ses nombreux forts. On va avouer Combien de forts? Bon, il y en a plus de 20 fortifications. Voilà. Et parmi eux, il y a 12 grands forts. C'est une chose qui est unique dans la Méditerranée. Donc c'est pour ça qu'Oran vaut le nom de la ville la plus fortifiée de toute la Méditerranée. Et elle vaut aussi le nom de la perle de la Méditerranée. Ouais, voilà. C'est aussi une Et la perle. ville au sans visage aussi. Hein. Voilà. Elle a plusieurs noms. Mais celui que je préfère, c'est la plus fortifiée de toute la Méditerranée. Exactement. Parce que c'est unique de toute la Méditerranée. Parce que parfois, on pense à Rome, on pense à Athènes, on pense à Carthagène, des villes aussi fortifiées. Mais on ne pense pas à Oran. À Oran, c'est la Alors plus que- fortifiée avec ses plus de 20 fortifications. Bon, 20 fortifications, on entend par des portes fortifiées, par des murailles, par des grands forts, par des petits fortins. Il y a plus de 20.
Et c'est unique et ça vaut vraiment le coup de les classer dans carrément le patrimoine mondial de l'UNESCO comme quoi la ville la plus fortifiée de la Méditerranée. Comme ça, تكون عندها un potentiel باش تجيب on va dire les visiteurs, les curieux. Voilà, on a quelque chose à donner. Venez voir la ville la plus fortifiée dans la Méditerranée avec ses nombreux forts. Et c'est pas n'importe quel fort, c'est des forts vraiment. Le plus grand fort Binathoum, il fait carrément 6 hectares et 2 km de muraille. Lequel? C'est Rose Alcazar, celui de Rose Alcazar. Bon, plus communément appelé le palais du Bey. Le palais du Bey. Effectivement, oui. Alors, c'est l'un des rares monuments laissés par les Ottomans. Exactement. Mais à la base, c'est une fortification espagnole. 1500 et quelques, oui. Non, bien après, oui, bien après, ça a été fortifié. Et ça a été utilisé par les Ottomans en tant que palais du Bey. Genre, tellement elle était fortifiée avec, bon, elle a tous les a priori. Bon, un architecte, spécialisé dans l'architecture militaire, il a parce que les bastions attachés. Je connais une architecte qui se retrouve dans le patrimoine, je la connais très bien. Les glacis, les bastions attachés, les demi-lunes, c'est un terrain d'exploration incroyable. C'est pour ça que Oran, elle vaut le détour, ou elle vaut le coup de recherche, de faire des recherches. Donc j'invite tous les architectes, tous les géologues, tous les historiens à faire des recherches sur ces sites-là. Parce que ça permet... Et sur ces forts aussi. Oui, par fort j'entends sur ce site-là. Le fort le plus connu, c'est Wahran. L'emblème, la carte postale d'Oran. La carte postale d'Oran, c'est le fort de Santa Cruz. Exactement. D'ailleurs, c'est une merveille. C'est une merveille. On y trouve on va dire, des endroits magnifiques. D'ailleurs, même la collecte d'eau qui est unique. Exactement, avec sa citerne. Dans ce fort, justement. Avec sa citerne. En plus, le clou du spectacle de ce fort-là, c'est sa vue. Voilà. Ah oui, c'est une vue imprenable. Et je vais vous dire quelque chose parce que je reçois tout le temps des touristes. Ils ont fait le tour du monde, carrément. Alors, ils me disent que, oh là là, c'est très haut, c'est à combien de mètres? À 2000 mètres, 3000 mètres? Alors, quand je leur dis c'est à plus de 380 mètres, non, je ne crois pas. Oui. Alors, vous ne croyez pas parce que tout simplement, parce que c'est au niveau de la mer. Effectivement. Et quand c'est au niveau de la mer et qu'il y a toute la ville... C'est le monument de Jajou aussi. Exactement. Ça paraît magnifique. Oui. Ça paraît magnifique. Alors, dites-moi, vous, en tant que guide touristique, quand vous élaborez, on va dire, des circuits. Certains sites, donc vous choisissez... comment vous choisissez votre chemin et votre visite? Tout d'abord, avec les visiteurs, j'aime que ce soit algériens, africains, européens, américains, je toujours une discussion avec eux. Avant de commencer, c'est quoi vos préférences? C'est quoi la civilisation qui vous a plus le marqué? D'où vous venez? Alors, toujours, je cherche à faire des liens. Si, voilà, il me dit que je viens d'Espagne, de Tolède, voilà, il y a une certaine liaison entre Oran et Tolède. Alors, dès que je chauffe les vestiges, les liens entre eux, je suis passionné. Oui, exactement. Je suis passionné par l'Empire ottoman. Le circuit ottoman, je suis passionné. Les bains turcs? Oui, les bains turcs, le palais du Bey. Il y a plusieurs sites. Donc, c'est en fonction. Parce qu'un guide touristique, ce n'est pas forcément un historien. Un guide touristique, il va te raconter l'histoire oui, parce que raconter l'histoire, il faudrait la laisser aux historiens. Voilà. Parce qu'un guide touristique, c'est qu'il nous montre les vestiges architecturaux, il nous montre un petit peu tout ce qui est dans la nature, tout ce qu'on a de valorisant, on va dire. Tout le trésor. Genre, c'est des généralités. Exactement. Et c'est pour ça un guide touristique, c'est un métier très polyvalent parce que tu vas avoir des informations sur l'architecture, la géologie, l'histoire et très superficiel où tu donnes des faits où le touriste ou le visiteur s'il ou là vous cherchez ensemble. Il ne faut pas l'ennuyer avec l'histoire, il faut le divertir. C'est une prestation de divertissement. C'est juste lui raconter des anecdotes. Des anecdotes, des contes locaux. Exactement. Comme la création de l'Kalentika. La meilleure هذيك عجبتك هذيك اللي خرج لها ساندويتش كارنتيكا. Exactement. الكالنتيكا مليان. منا. وكاين خطرات ميم دي فيزيتور اللي ما كنتش نقرا منهم دي زيستوريين يقول لي لا مانيش باغي نشوف ليستوار راني جاي نروح نحوس.
bah oui. ديني نحوس Ah ben oui. بلا وهرم ثاني مليحه في التحواس. Alors, dites-moi, alors là, vous m'aviez tendu une très très belle perche. Alors, parlons de Kelentika. Donc, est-ce qu'il y a des touristes qui vous ont demandé le plat de l'escargot oranais? وي لارجومون بون انا عندي ان سيركوي كولينار سيتادير توجور نبدا بلا باتيسري سيتادير كيما لا مونا باسكو سي اون كرياسيون اورانيز. Effectivement, elle est née ici. Exactement. Il y a les oranaises, un gâteau à base de feuilleté. Oui, effectivement, oui. وهذه كاع وين نلقاوهم لاباستي. Ah oui. شوفي نضربها من لطفي ابي نفوتهم على لاباستي La يقعدوا rue de غير la هكا. Bastille. Qui ne connaît pas ce marché mythique d'Oran Exactement. d'ailleurs? On ne peut pas venir à Oran, visiter Oran et ne pas passer par le marché de la Et Bastille. très dépaysant, très, parce que imaginez, il y a certains pays ou certains endroits où ils font des marchés comme ça, bien organisés. Alors là, la Bastille, il y a des gens qui crient 5000 batatas, 5000 chinas, le zitoun, tenez, goûtez. واحد خطرة كنت مع un groupe de Belges. Oui. De Belges كنا نتمشوا كيما هكا معد شافوا راس تاع بقرة محطوط. Un Eh tête de veau. oui, c'est قالوا vrai. لي واو سي كوا سا alors le boucher رفدها وقاعد يقول لهم C'est une regardez, tête, voilà, c'est ça une fait tête partie de notre veau. culture, Ça fait partie de c'est notre des paysans. Alors, je reviens vers vous tout à l'heure. Alors, comme on parle de fromage, alors je le rappelle à nos chers téléspectateurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission, depuis 8 heures du matin. Je le rappelle qu'on est mercredi 31 janvier, dernier jour du mois de janvier, eh bien, et même ceux qui viennent juste de nous rejoindre. Quel délicieux fromage à pâte molle, pas comme les autres fromages enrobés d'herbes on va dire bien de chez nous, du sud, de Boussaïda plus précisément, et qu'on appelle Jbin el-Qfas. Alors lui qui a eu une médaille d'or lors de la 6e édition du concours mondial de fromage qui s'est passé en septembre à Tours, eh bien c'est un honneur, ce n'est qu'un honneur pour nous de voir nos fromages en train de prendre de la place. D'ailleurs, de la place 125e, maintenant, ils se retrouvent à la première place. D'ailleurs, ceux qui ont concouru lors de cet événement international. Mondial du fromage. Effectivement, oui, je pense que vous êtes au courant. Je sais. Très bien. Alors, Jbin el-Qfas qui a su couronner, on va dire, et aussi un petit peu envahir le cœur et aussi le palais, justement, des jurés. Hein. Tout à fait. Jbin el-Qfas a été reconnu là-bas pour les jurys, Oui. vu son affinage. Voilà. Il était goûteux, en plus l'artisan qui le fait à Boussaïda. Boussaïda, oui. Voilà. C'est un brave homme, c'est un fromager de père en fils. Voilà, oui. Effectivement, puisque dans le vaste catalogue de variétés de fromages qui ont été exposés lors de ce concours international de mozzarella, la bûche de chèvre, en passant par le camembert, eh bien c'est Jbin el-Qfas qui a eu la première place, la médaille d'or. Eh bien, c'est tout à notre honneur déjà, parce que en plus de l'art culinaire algérien qui est placé, qui a pris la première place africaine, on a le fromage qui prend du terrain. Alors finalement, les donnes ont changé ces dernières années sur la fabrication des fromages. Tout à fait. Parce qu'il n'y a plus maintenant, c'est plus la France qui est en première place, c'est plus la Suisse, c'est plus le fromage italien, le prestigieux. Tout à fait. Donc ça a changé un petit peu, le classement a vraiment changé cette année. Tout à fait. Après, ça diffère entre le goût, le palais, chaque fromage a son caractère. Exactement. Et même il y a des régions, chaque fromage a sa région. Parce que le fromage, qui dit fromage, c'est température, et surtout si on part vers l'affinage. C'est-à-dire on laisse, il y a certains fromages qu'on laisse affiner de 6 mois jusqu'à 2 ans. Même plus. Quand même. Pour qu'ils soient mûrs. Voilà. D'ailleurs, on est en train de voir vos fromages qui sont magnifiques. Alors, ceux qui sont sur le plateau, ils sont tout aussi délicieux. Ça, c'est de la feta.
Ouais. La feta, c'est un fromage désigné pour les salades. Très Ça, bien. je fais aussi, ma création, c'est les salés sucrés. C'est chèvre salé sucré. Oui, Voilà. Ça aussi, c'est des plateaux assortiments que j'ai fait oui. tout au début de... quand j'ai commencé, j'ai décidé Voilà, à alors commencer ma puisque passion. vous m'aviez dit quand j'ai commencé, alors vous avez commencé quand? Ben, à vrai dire, je vais dire il y a 3 ans. J'ai décidé d'ouvrir mon magasin parce qu'il y avait de la demande et je croyais le terrain était vierge. Et quel a été le déclic? Le déclic de vous intéresser à la fabrication du fromage? Du fromage de chèvre, surtout le chèvre. Oui, voilà. Le déclic est venu comme ça, c'est grâce à Dieu. Et un jour à le lendemain, j'ai décidé de faire une formation en Europe, un peu partout. Et du coup, en fait, je suis un amoureux de la nature. Voilà. Et je partais, c'est des gens, c'est vers le côté de Bousphar, Ah où oui, ils c'est ont très joli, une très jolie, un troupeau de chèvres. Et de là... D'ailleurs, on vous a vu sur les photos avec les chèvres. Tout à fait. Et voilà. Et de là, j'ai commencé. Et j'ai profité de l'occasion au moment de confinement du corona, là où j'ai commencé à préparer mes premiers fromages. Et de là, j'ai commencé à faire... Quel a été votre premier fromage que vous avez préparé? Mon premier fromage, je veux dire, c'était le chèvre nature, le chèvre à l'ail, aux herbes et la feta. C'était à la maison, ça. C'était désigné. Et les gens, j'ai trouvé, il y avait un bon retour parce que j'ai commencé à la maison. Je ne vais pas vous cacher. J'ai commencé ma vente à la maison. Ah, c'est bien. Oui, et du coup, j'ai eu des médecins qui sont passés, même des étrangers et tout. Et un jour à le lendemain, j'ai décidé de... En fait, j'étais employé dans une société. J'ai décidé de quitter et aller vers ma passion. De vous consacrer à votre Voilà, passion. tout à fait. D'ailleurs, là, on voit quand même variété. Une variété de fromages. Oui. J'espère que notre réalisateur Mehdi Defallah va zoomer sur les fromages. Et croyez-moi que vous allez avoir vraiment envie de... Voilà, alors j'espère que... Voilà. Il y a de tout. Voilà, il y a de Je tout. peux assurer que مادام راكم تشوفوهم في التلفزيون ماشي كيما ملي راهم قدامي يدروا. Exactement, oui. Parce qu'on voit quand même fromage aux noix, fromage à la pistache, Voilà. fromage... Même... Aux herbes, il y aux en a des chèvres aux échalotes séchées. Il y a les échalotes séchées, oui, ça, c'est voilà. ça, oui. Il y a le fromage aussi, c'est ma création, c'est date et noix. Date, Chèvre. c'est celui-là. Oui, voilà, date et D'accord. noix, c'est un salé sucré. Oui. Un fromage chèvre au raisin aussi. Au raisin sec, oui. Voilà. Et il y a la petite boule là-bas, c'est le pistachio. Ah, oui. C'est à l'intérieur, on retrouve du vrai miel. De miel pur. Miel pur. Voilà, tout est bio là-dedans. Voilà, sans conservateur, sans rien du tout. Ah, très bien. D'ailleurs, je voulais vous donner une information. Je reçois beaucoup des malades qui font la chimiothérapie. Donc, le fromage de chèvre, on trouvait les médecins, c'est le fromage, on va dire, le plus sain pour eux, parce qu'il reconstruit la flore intestinale pour eux, au moment après la chimiothérapie. Ah ben oui, bien Voilà. sûr, parce que là, après la chimiothérapie, ils sont très sensibles. C'est un corps qui est Tout à très fait. sensible. Faible. Il lui faut une certaine alimentation Tout à fait. et certains Ça. produits. Voilà. Il faut vraiment des produits qui ne sont pas, qui sont bio justement, Tout qui à sont fait. naturels, avec voilà. des herbes naturelles, Naturel, etc. voilà. Donc ça renforce un petit peu l'immunité. Tout à fait. C'est tout ça. À fait. Voilà. Très bien. Alors je reviendrai vers Moi, vous. de ma part, j'ai une petite question, si vous le permettez. Oui, allez-y. Oui, t'as un euro. Une belle question, ça. أنا قرع miel, pistache. Alors, attendez que je vous pose d'abord ma question et après on va passer à la dégustation. Alors, là, c'est que vous m'aviez dit que vous préparez même des circuits touristiques, thématiques, etc. Alors, il y a quand même des endroits qui sont très dangereux en accessibilité et où il faut une certaine autorisation. Est-ce que c'est facile d'avoir ces autorisations? شوفي إيمان le lieu من قلت لي
tu as suggéré ce truc-là, c'est un endroit m'est venu à la tête directement. Et c'est l'endroit le plus convoité d'Oran. Et c'est là où toute l'histoire se concentre. Alors attendez, lequel? C'est... Je connais? Oui, sûrement. C'est la Casbah. Oranais. Oh, si, Ah, bah je ne oui, doute la pas. Casbah, C'est la Casbah, C'est c'est El Loueri. Cassio Bir. C'est l'endroit où il y a le plus de concentration de l'histoire d'Oran, parce que de 902, de sa date de création, elle est là jusqu'à D'ailleurs, maintenant. c'est là-bas où naît. D'ailleurs, on surnomme cet endroit l'âme d'Oran. Exactement, exactement. C'est l'âme d'Oran, c'est l'essence d'Oran. Et je ne vais pas vous mentir, parce qu'à l'intérieur, c'est pas que c'est dangereux, mais c'est un peu laissé à l'abondance. Oui, c'est parce que c'est un endroit protégé aussi. Oui, c'est un endroit classé, classé où à l'intérieur il y a plusieurs vestiges, et même avec un organisme de guide et avec une association, on fait un travail de sensibilisation pour que des fouilles archéologiques soient faites là. Parce que s'il y aurait des fouilles archéologiques, il y a une période d'Oran où l'histoire, elle n'est pas très... Il y a juste des écrivains. Genre, elle n'est pas très attestée l'histoire. Oui. C'est la période de 902 jusqu'à 1500, voilà. Et s'il y aurait des fouilles là-bas, il y aurait une histoire qui se constituerait d'Oran. C'est toute la période ziyánide, almoravide, almohade. Voilà, c'est pour ça. De toutes les façons, la ministre de la Culture, Madame Soria Mouloudji, d'ailleurs, à qui on dit bonjour, et je crois. Oui, effectivement, parce qu'on m'a dit qu'elle regarde tout le temps nos matinales, etc. Donc certainement, elle va. D'ailleurs, elle a parlé d'Oran et des sites historiques, etc. Donc elle va s'en charger. Elle a dit, je vais m'occuper de tout cela. D'ailleurs, elle est en train de faire un travail de fond. Donc on peut dire que c'est tout à notre honneur. Que de voir ces sites valorisés, voilà, et pouvoir faire on va dire, des circuits touristiques qui englobent justement cette histoire d'Oran cachée. On va dire, elle est cachée, elle est enfuie quelque part. Mais voilà, ça c'est d'un côté. Et il y a d'autres sites, parce que la plupart des fortifications sont visitables, mais il y a d'autres parts qui sont de grandes fortifications, comme As el-Kbir. Il faut avoir des autorisations pour aller les visiter. C'est difficile de les avoir? Parce que c'est des sites militaires. Quand c'est militaire, c'est besoin. Mais c'est des sites très intéressants. C'est normal, aussi. C'est tout à fait normal, bien sûr. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, Sofiane, vous n'avez pas de secret dans le tourisme, puisque vous faites même des circuits touristiques. Hein. Oui, tout vous à recevez même des étrangers. Oui, j'ai eu l'occasion de recevoir un couple médecin. Oui. Et ils viennent d'où? De Belgique. Ah ben voilà. Et c'est des Belges? Oui, c'est des Belges. D'accord. J'étais franchement ravi de faire leur connaissance. Alors leur parcours a commencé de Belgique. Ils ont fait Belgique, Portugal, Espagne. Après, ils sont venus Espagne à Oran par bateau et en vélo. En en vélo. Ouais, ils font des cyclistes. Et du coup, ils sont venus comme ça, sans guide, sans rien du tout. Ils sont restés, je l'ai invité, moi et un ami à moi, à rester. Ils sont restés sur 3 jours, où j'ai eu l'occasion de les faire visiter Misserguine, mon village natal. Ah oui. Ils ont été à la Vierge, au ravin de la Vierge. Ils étaient franchement flattés. Aussi, j'ai fait une... Vous leur avez offert la clémentine? Oui, voilà. On ne peut pas parler de Messerguine sans parler de clémentine. Ils n'étaient pas au courant de l'histoire de la clémentine. Ah, que la clémentine est née à Messerguine, justement, par le père Clément. Voilà. Donc ils étaient ravis, voilà. Et les 3 jours, on a été même vers l'Amria et tout. C'est une très belle région. Voilà, hein. où ils ont goûté au bon poisson, la sardine et tout. Bon, franchement. Et de là, ils ont démarré pour aller jusqu'à Alger. Bon, en fait, le parcours, ça sera d'Alger, Tunis, après l'Italie, après ils rentrent. Ah, très bien. En vélo. Donc, puisque vous m'aviez donné une très belle
transition du poisson vers les chèvres. D'ailleurs, la région, elle est pleine de chèvres du côté de l'Amriya, du côté de Messelguine aussi, d'où votre ferme, justement. Donc, et on revient au fromage. Donc, quelles sont les variétés de fromage que vous fabriquez par vous-même? Alors, on va commencer par les fromages à pâte lactique. Ça veut dire c'est les fromages frais. Les fromages frais, on va trouver le fromage nature blanc, ail fines herbes, à l'ail et aux herbes. On retrouve tous les fromages aux différentes herbes. Il y a l'origan. J'ai eu aussi, en fait, entre parenthèses, moi je cuisine, donc j'adore, qui me touche le palais, j'adore, donc je vois. Et qu'est-ce que vous préparez en cuisine? Je cuisine de tout, hein, de tout. À base de fromage, bien sûr. Hein? À base de fromage. Oui, fromage ou pas fromage, même... Quel est votre plat que vous réussissez le plus et le mieux, on va dire? Comme ça, au pif? Au pif, je vais dire la paella. Ah! Je veux dire la paella. La paella, ce plat succulent, Et d'ailleurs. j'ai fait d'ailleurs une fois des amis, même des étrangers, au ravin de la Vierge, la paella à l'ancienne. Alors, et la paella, elle s'accompagne avec quel type de fromage? Ici, on va dire, pour les salades, on va se poser sur la feta. Parce que généralement, il y a le plat et la salade, et on va faire, à vrai dire, la feta dans nos salades. D'accord. Par contre, les autres fromages, c'est type salé sucré, les fromages frais, la pâte molle. Qui dit la pâte molle, c'est camembert et tout. Et les pâtes pressées, prochainement, Inch'Allah, on va essayer de élargir un petit peu pour faire mes premiers affinages. Je fais quelques fromages à pâte pressée, mais au magasin, ça dépend. La température, elle n'est pas trop bonne pour avoir un bon fromage. C'est-à-dire tous les caractères, ils sont... sur ce fromage-là. Mais par contre, le fromage à pâte pressée, l'affinage, il pousse très bien vers la nature. Donc, naturellement. Voilà, naturellement, dans des caves, comme en Europe. Voilà. Ah d'accord, très bien. Voilà. Donc, et ça prend combien de temps pour la préparation d'un bon fromage? D'un bon fromage, ça diffère. Pour les pâtes, on va commencer pour les fromages nature, les fromages frais. C'est à partir de 3 jours. À partir de 3 jours, on peut avoir un fromage comestible. Voilà. D'accord, très bien. Et le fromage le plus long à préparer, le plus long à être, on va dire, à être j'ai fait même le bleu. Oui, le bleu, le fromage bleu. Le fromage bleu. Le roquefort aussi. Tout à fait. Récemment, j'ai fait un crémeux roquefort. C'est un bleu que les clients ont adoré. Et voilà. Bon, entre parenthèses, moi j'adore ces fromages, ces fromages forts, je les aime beaucoup. Eh bien, je pense qu'on aura une chanson, c'est ça, Nasrallah? Très bien. Ah, très bien. Donc, on a encore un peu de temps. Donc, on peut parler des yaourts? Aussi, c'est notre création. En fait, les yaourts, je me suis basé sur les fruits de saison. Comme là, il y a la fraise. Je prépare le velouté de fraise et je rajoute le yaourt selon les parfums. J'ajoute dans le yaourt de la vanille et ça diffère. Le deuxième, c'est au raisin et noix. C'est un yaourt au raisin et noix. Mais vous faites des mélanges... Tout à fait. Exotiques. Exactement. Nous, on pense que ça va pas. Ça ne marche pas, le raisin, avec la noix. Alors que moi, je pense que ça doit être délicieux. Si je peux me permettre, ce que vous devriez faire... Je sais pas, après. Si je peux me permettre, vous devriez essayer de mélanger un peu le oron avec ce que vous faites. Ce serait bien, surtout votre ville natale. De mélanger un fromage avec de la clémentine. Ils m'ont proposé ça. Oui, un fromage avec une appellation d'origine orana, ça serait magnifique. De notre région, oui. Je travaille sur ça. Je travaille sur ça. D'ailleurs, parlant de fromage, il y a même le kalentika qui actuellement se prépare avec du fromage. Tout à fait. Voilà.
Tout à fait. Donc, on a innové quand même dans les recettes. hein. Ouais, Pour la- Alors, juste une petite question. Est-ce que vous préparez le fromage italien, le parmesan? Le parmesan, ça, pas encore, parce que franchement, il est très délicat. Il demande beaucoup d'affinage. Ah, voilà. Voilà. Mais j'ai fait des tests un petit peu, ça est vers le parmesan, mais selon la température et tout, donc c'est pas tous les cas réussis. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des préparations de fromage, on va dire, parce que vous ne faites pas le mélange fromager, etc. Non. Vous avez tout bio. Alors, est-ce que vous avez pensé à préparer des fromages pour les enfants? Tout à fait. D'ailleurs, les enfants, généralement, ils n'aiment pas le chèvre. Donc, Oui, effectivement, il y j'ai a un travaillé certain sur, goût. sur le lait de vache pour avoir, surtout, eux, ils aiment les fromages tartinés, beaucoup les fromages. Effectivement, oui. Et j'ai fait quelques, on va dire, quelques créations au fromage de tartiné, nature, ail fines herbes, et voilà. Du coup, surtout comme nos enfants ont tendance à manger beaucoup pizza, tacos et tout, donc j'ai fait pour eux un fromage qui part vers la texture du yaourt grec, et c'est Justement, des oui. fromages à tartiner pour eux. Parce que quand on parle de yaourt, systématiquement, ce sont les enfants qui aiment les yaourts, Tout les à petits fait. Suisses, etc. Tout à fait. Donc, ils adorent ça. Moi, je pense que même concernant le fromage, on va dire, naturel, bio, donc certainement, ils vont aimer. Tout à fait. Surtout avec un bout de pain en collation à l'école. Donc, au lieu de partir vers les frites, etc. Tout à fait. Donc, il vaut mieux aller vers tout ce qui est naturel, tout ce Tout qui à est fait, bio, tout à parce fait. que là, il y a quand même une hausse ces dernières années, une hausse de consommation. Exactement, voilà. Donc, il y a le diabète juvénile, il y a même des enfants qui développent des maladies un petit peu bizarres dues Tout à fait. à la malnutrition. Tout à fait. On mange n'importe quoi, on est très très mal alimenté d'une certaine façon. Effectivement. Mais ces dernières années, on commence à se rendre compte que tout ce Tout à qui est fait. naturel est très bon pour la santé. Tout à fait. Les gens ont décidé, non, franchement, ils ont décidé à manger sain. À manger sain. Et il n'y a pas plus meilleur que ça. Il n'y a pas meilleur. Il faut Bien sûr, parce que quand on prend un fromage nature, c'est sans conservateur. sans rien. conservateur, sans rien du tout. Donc là, même la flore intestinale se régule systématiquement pour ceux Effectivement. qui ont un problème de colopathie, généralement, Voilà. d'estomac, etc. Donc ça, c'est très très bon pour la santé aussi. Hein. Oui, effectivement. Je vous confirme ça. Voilà. J'ai des malades aussi qui ont des maladies du côlon. Voilà. Voilà. Qui viennent acheter aussi. Et est-ce que vous recevez des commandes de l'étranger, par exemple, des étrangers qui sont établis en Algérie, qui vous demandent des fromages? Oui. Parce que généralement, ces étrangers, ils ramènent leur fromage de l'extérieur. Tout à fait. Mais je pense que du moment qu'il y a la disponibilité de ces fromages, donc certainement, ils vont s'adresser à vous. Non, maintenant ça va. J'ai eu un certain nombre d'étrangers qui viennent. D'ailleurs, ils sont mes clients maintenant. Et même mes fromages, je ne me jette pas des fleurs. Il y a des assortiments qui sont partis vers le Canada, vers les États-Unis. Voilà. J'ai des clients qui ont pris ça. Ils m'ont envoyé des photos. Ah, Au ben moment voilà, où ils oui. étaient arrivés, qu'ils étaient sains et bien arrivés. Voilà. Alors, comme on dit, la dernière phrase de cette matinale, en ce dernier jour du mois de janvier, le 31 janvier, on est aujourd'hui. Donc, demain, c'est le 1er février. Donc, avant de vous quitter, on vous annonce un événement qui se passe du côté de Territ, le triathlon demain à 9h du matin. Alors, la participation de 100 athlètes, dont 40 étrangers. Alors certainement, ils ne vont pas faire que du sport, mais aussi du tourisme, puisque c'est une région féerique, magnifique. Donc, ils vont certainement profiter de ces sites à Territ. Donc, merci beaucoup, Sofiane. Merci, C'était un plaisir. merci. Marhaba Tout bik à plaisir tout pour moi. moment. Merci. Saha. Merci. Hicham, Miman. merci d'avoir Merci à accepté toi notre aussi. invitation. Et j'espère qu'on aura un autre sujet à parler sur le tourisme, que ce soit à Oran ou d'autres villes limitrophes. Et ça fait toujours plaisir de partager un plateau avec vous.